Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et vous avez cliqué sur Play pour écouter une nouvelle émission du format Back Issues qui se propose de revenir en compagnie de l'inénarrable Corentin. Salut Corentin. Salut, ça va ? Ça va très bien. Oui. Je dis donc qu'en ta compagnie, le Back Issues revient sur des sorties comics plus ou moins récentes, plus ou moins cool, mais là plutôt bonnes. Bah oui. Même si après avoir fait pendant pas mal de temps, tout le mois de janvier, on vous a fait un suivi vraiment de la première moitié de Future State. On revient un petit peu en dehors de DC Comics avec un numéro spécial sur des titres indés qui sont sortis là tout récemment. Donc full VO, full indé, il n'y a pas à dire. On va avoir un max d'auditeurs et d'auditrices là-dessus. Vu les gens qui se passionnent pour ce registre. Mais voilà, c'est effectivement un podcast placé sous le signe de la curiosité qui n'a jamais été un vilain défaut, en vérité. D'ailleurs, a priori, il y a beaucoup de choses dans ce qu'on va dire là qui vont arriver en VF ensuite. Oui, peut-être. Comme on avait parlé de We Only Find Them When They're Dead, avant que ce soit cool. Effectivement. En français en général, en fait. Tout à fait. Et on parle souvent de trucs qui sont cool avant qu'ils ne le deviennent. C'est vrai, on est un peu des précurseurs. Ouais, on est un peu, j'ai envie de dire, l'avant-garde, quoi. C'est un petit peu comme ça. Influenceurs de ouf. Complètement. Je pense qu'on est carrément au-dessus de tout ça. Mais gardons bien sûr modestie, ça, voilà. simplicité. Voilà. Mettons-nous au niveau des gens. Effectivement, c'est bien. Nous ne sommes pas les gardiens du temple, quoique, vu le portail, tout ça, je ne sais pas. Mais bon. Habile. Oui. Alors, blague à part, on est là toujours pour vous parler de comics en espérant effectivement, alors si vous lisez l'anglais, que ça vous attraille, puisque c'est le but. Là, il y a vraiment quelques petites séries qui démarrent en ce début d'année. Oui, tout à fait. Il va falloir, tu sais, qu'un jour que tu arrêtes de répéter les mots que tu connais pas juste parce que tu les connais pas. Je connais attrayant, mais je connais le mot attrait, le verbe attrait, le verbe actif attrait. Ça vous plaît sinon ? Qui vous attire ? C'est bien. Ça vous attire. Ça c'est bien, tu vois. C'est un mot qui existe. Donc, alors, est-ce que c'est attrayant le programme ? Voilà. Fais pas la gueule. Oh. La novlangue, c'est pour tout le monde, tu vois. Si je crée des nouveaux mots, comme dans 1984. Je le fais. Non, mais qu'est-ce que je veux dire ? Voilà, des titres VO qui peuvent vous attirer. Et si jamais vous ne lisez pas en VO, ce sont des choses que vous pourrez garder en tête, avec évidemment l'éventualité d'une sortie en VF, sachant que vu certaines des équipes créatives, on se doute que plusieurs des titres qu'on va aborder aujourd'hui finiront tôt ou tard par arriver en France. Et donc, on va commencer avec un titre qui s'appelle Maniac of New York, qui est publié chez Aftershock Comics, qui est écrit par Elliot Calan, effectivement, et qui est dessiné par Andrea Mutti, un italien. Ah, Mutti. Ma che. Toujours. On va se faire striker par l'ambassade d'Italie. Non, je t'ai déjà dit, je suis italien, j'ai le droit. D'accord, ok. Je ne fais que, en fait, c'est juste mon naturel qui revient en galop quand je ne le modère pas. Quand je ne le modère pas. De base. Tout à fait. Tu vois, tu parles comme ça, les gens ne le voient pas, mais en fait, pour les podcasts, ils parlent avec les mains. C'est ça. Maniac of New York, qui est un peu une sorte de Jason. Clairement, c'est Jason Voorhees qui est dans Manhattan et qui, en fait, est c'est vraiment un tueur en série qui a un peu délaissé le camp de Crystal Lake, de colonie de vacances pour aller dans la grande ville, et surtout que là-bas il a commis un énorme massacre à une nuit de Nouvel An, et depuis ça fait 4 ans en fait que la police est à ses trousses, qu'elle ne le retrouve pas, et qu'en fait c'est limite un tueur qui est un peu devenu comme une intempérie présente au bulletin météo, tu vois, une sorte de nuage qu'il faut juste un peu qu'on essaie de retracer, qu'on essaie d'éviter, mais qu'on n'arrive pas à attraper. Et donc on va suivre justement la nouvelle personne qui est en charge de cette division spéciale pour la traque de ce maniaque, la maniaque, je ne sais plus s'il appelle la maniaque Task Force, ouais. Et également une fliquette qui est là pour une employée de police, une officière de police. Une fliquette. Une flic, quoi. T'es bien italien, toi. Oui, tout à fait. Mais non, mais j'aurais dit un flic et oui. Ou une flic, une flic si tu préfères. C'est pas le but du tout. Donc une flic qui est elle aussi en train d'enquêter bon gré mal gré sur les agissements de ce tueur. Et moi j'ai trouvé ça assez glaçant en fait, et notamment sur cette perspective d'un tueur qui arrive un peu comme une intempérie, mais qui est aussi un putain de terroriste en fait, clairement. Je trouve que c'est un récit qui est assez prenant et qui permet de jouer justement sur le slasher classique où c'est juste un petit groupe de personnes où l'unité de lieu, si tu veux, elle est très resserrée, et là t'as vraiment un terrain de jeu grandeur nature. C'est assez bien mené.
Bah oui, en plus c'est marrant parce que le slasher de base pose l'allégorie justement du fait de s'éloigner de la civilisation pour symboliser un petit peu le danger de la nature, on va dire, ou le danger d'un environnement parqué où justement il est plus compliqué d'accès, etc. Enfin, il y a toujours un propos à la fois consumériste et à la fois très justement antisocial dans le slasher, parce que du coup c'est en général assez pornographique au niveau de la violence. Là pour le coup c'est même pas tellement la violence qui choque, c'est effectivement le fait que le gars paraisse vraiment inarrêtable, quoi, que personne n'arrive à le trouver alors que quelque part il est pas très discret. Ah non, bah, pas du tout, ouais. Et du coup ça me fait penser moi personnellement à une sorte de mélange entre Jack l'Éventreur, mais en même temps un petit peu avec le terrorisme aussi, où on t'en parle vraiment, on te montre un petit peu la vie des gens après ce fait-là, entre guillemets, et comment ils se sont habitués à cette sorte de nouvelle normalité, où la violence peut frapper à chaque coin de rue, un petit peu comme en France, tu vois, par exemple. Ou même le côté, maintenant on arrête en fait d'essayer de faire semblant de le traquer parce qu'on n'y arrivera pas, on sait que le problème est inextensible. Il faut apprendre à vivre avec. Ouais, c'est ça, Quelque c'est ça, part, c'est il y a aussi cette forme-là, enfin peut-être Tout à fait, ouais. cette imagerie-là qui est utilisée donc par rapport à la pandémie de coronavirus et au fait d'être avec un ennemi meurtrier invisible, presque invisible, alors du coup sauf que là il est visible mais qu'on n'arrive pas à arrêter complètement, à stopper, qui vient là aussi. Hein. Tout à fait, et c'est vraiment, oui, c'est vraiment Jason Voorhees avec le masque et la peau un peu lacérée par derrière. Surtout qu'il y a, alors non, je veux dire, il y a un autre élément qui est rapporté dans le numéro qui est clairement fait pour dire, bon les gars, on reprend Jason à notre sauce sans l'appeler comme ça parce qu'on n'a pas les droits. Je ne t'en parlerai off micro, mais je ne voudrais pas spoiler nos auditeurs et nos auditrices. J'ai pas vu la rêve du coup, mais voilà. Et puis ouais, du coup, c'est vraiment intéressant d'avoir un slasher en milieu urbain, comme ça change un petit peu la dynamique qu'on a généralement avec ce type de récit, où c'est souvent des groupes qui vont avoir la bonne idée de se séparer, qui vont se faire slasher les uns après les autres. Là, ça me fait penser un petit peu à Maniac Cop aussi. Je sais pas si t'avais vu ce slasher en fait urbain justement, mais qui avait l'intérêt en fait de déguiser le slasher en policier pour justement poser un autre regard sur les forces de l'ordre. C'était un peu avant-gardiste aussi. Et puis là surtout c'est très beau, quoi, c'est vraiment super joli, c'est bizarrement peu graphique, on va dire, c'est-à-dire que la violence est présente, les nuances de rouge surtout sont là pour symptomatiser un petit peu la présence du tueur et l'appel de la mort qui va avec, mais c'est vraiment, ouais, c'est super joli, ça fait très j'allais dire un petit peu Declan Shalveyen, on va dire, au niveau des formations de traits, etc. Il y a vraiment un jeu sur les couleurs, cette espèce de couleurs très bleues, très vertes quand ils sont dans le commissariat, et un apparat urbain qui fait justement très de couleurs descendues, ouais, un petit peu ville qui s'est éteinte, on va dire. C'est très agréable à l'œil, et c'est plutôt une bonne découverte, entre croisement entre voilà From Hell, on va dire, pour le côté Jack l'Éventreur, et Vendredi 13 pour le côté Vendredi 13 2 plutôt, on va dire, pour le côté slasher inarrêtable et tout. Ce qui est vachement bien, c'est que les gens doivent sûrement entendre les sirènes de police dans le background, donc ça met dans l'ambiance. Ça met dans l'ambiance, clairement. Non, et puis Andrea Mutti, c'est clairement un artiste que j'avais déjà repéré il y a déjà pas mal de temps, même en 2017, quand j'avais commencé à rédiger sur Comics Blog, sur Port of Earth, qui était un titre de SF que j'ai pas terminé d'ailleurs, maintenant qu'on en parle, mais qui imaginait en fait que la Terre était devenue une sorte juste de grand point de rencontre sur des lignes des lignes commerciales interspatiales. Et du coup, enfin, c'était vraiment un truc c'était de la hard SF assez politique aussi sur en fait la Terre n'est plus vraiment, enfin, qui rabaissait un petit peu vraiment la planète Terre à juste une forme d'entrepôt commercial. C'était assez stylé déjà là-dessus. Okay. Il y avait une direction artistique qui était assez dingue. Enfin, Mutti dessinait vachement bien. Et effectivement, tu retrouves que, alors ça n'a plus aucun rapport parce que c'est pas du tout le même contexte, c'est pas la même approche. Mais quand t'es fort sur un titre, en fait, tu t'aperçois que tu peux l'être aussi ailleurs. Et puis ouais, enfin moi je trouve que la présence, enfin que le bonhomme a vraiment une présence, et ils ont beau, si tu veux, il a beau calquer le design sur effectivement une figure ultra connue du film d'horreur américain. Enfin, il faut quand même une certaine habilité dans ton dessin pour réussir à dégager quand même quelque chose d'inquiétant. Oui, mais je parlais aussi tout à l'heure du côté rural en fait du slasher, et c'est vrai, quand tu prends Jason, il a vraiment justement une dégaine de bouseux avec sa chemise à carreaux, sa machette et compagnie. Il évoque un petit peu aussi le côté dans les films d'horreur en général, il y a toujours une sorte de méfiance vis-à-vis de la campagne. Je sais pas si tu remarques ça, genre dans Children of the Corn par exemple, ou les slashers qui justement se passent toujours en périphérie de petites villes ou dans les lieux isolés. De toute façon, c'est l'isolement. Voilà, après, t'as une forme de cinéma d'horreur qui va vraiment puiser dans le redneck et dans les trucs abandonnés. Le remake de Halloween avait ça un petit peu. Pardon, n'importe quoi. Massacre à la tronçonneuse justement avait ça aussi avec. Massacre à la tronçonneuse, c'est complètement redneck. Oui. Et que là, pour le coup, effectivement, le fait de l'inscrire justement comme un membre de la vie urbaine normale entre guillemets.
Ouais, c'est vrai que je manque d'idées, enfin je manque d'exemples justement de trucs qui auraient été faits dans ce style-là. Donc c'est vrai que c'est une relecture intéressante. C'est vrai quand même que le slasher c'est un genre qui est ultra rigide, Et qui a pas beaucoup codifié. évolué depuis les années 80. Et que là, effectivement, décaler un peu cette imagerie-là. Si, bah, il y avait Jason X, je sais pas si tu l'avais vu celui-là, Dans l'espace, qui était extraordinaire ce film. J'aime beaucoup, avec des robots et tout. Il est très 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 mal Ah oui, c'est une écrit. série Enfin, Z, l'accueil critique est très mauvais, mais c'est une série Z, c'est Alien avec Jason, quoi. C'est Alien 2 même, ou 3. ouais, après après les bons je veux dire, tu sais, même le remake de 2009 avait été décrié, alors que moi je le trouve ultra cool dans ce qu'il fait, quoi. Bah, je trouve qu'il manquait d'inventivité. Non, mais il était classique total, là, mais, complètement, ouais. par rapport à la trilogie avec le gamin, tu sais, qui faisait des prothèses, que pour le coup, que je trouvais vraiment super cool. Pour moi, c'est le firmament de la saga Jason. Ça revenait vraiment au côté les adolescents qui baisent et tout. Bah c'était ça, non, c'était du cul et du gore, quoi. Vraiment, c'était. Ouais, ouais. Mais pour le coup, c'était carré, quoi. C'était C'est parce vraiment que carré. Jason courait, enfin, je crois que les gens étaient pas contents parce qu'il tirait à l'arc aussi. Tu vois. Faut bien, faut bien, Faut bien évoluer. Ouais, faut bien tuer avec son temps, faire quoi. du fitness, J'ai envie de dire. merde. Enfin voilà, du coup, donc ça s'appelle donc Maniac of New York, bonne réinterprétation du mythe du serial killer. Et donc c'est chez Aftershock Comics, hein, qui est quand même assez spécialisé dans l'horreur. Enfin, c'est quand même une proposition de genre qu'ils ont beaucoup parmi leurs publications. Alors, sur le pronostic, est-ce que ça arrivera en France? Je suis pas certain sur celui-là. Peut-être qu'il sera plus prudent de se tourner directement vers la VO, parce que c'est Snorgle Comics qui avait édité des premiers titres à Aftershock, notamment le Black Eyed Kids qui était très 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 chouette. Il y avait aussi le American Monster de Brian Azzarello Ouais. et Rwando qui était vraiment très très bon. Les Animosity, c'est leur série à long cours de Marguerite Bennett, qui a le plus été sur le long terme. Il y a aussi Insect. Donc là, c'était des registres un petit peu différents, mais American Crime et le premier Black Eyed Kids, c'était clairement déjà dans ce registre horrifique. Et il y avait aussi eu un de Cullen Bunn qui se passe derrière. Et Jimmy's Bastard aussi chez. Ouais, de James Bastard, mais c'est pas du tout horrifique. J'essaie de retrouver pardon, excuse-moi, je croyais que tu parlais de Unholy Grail, donc de Cullen Bunn, qui est de l'horreur un peu médiévale comme ça, un truc avec les pestes. Ah tout ça. oui. Bien assez. Pas ultra ouf, quoi, mais plutôt bien dessiné. Enfin, donc voilà. Mais le truc, c'est que voilà, ça fait depuis une bonne année que ils publient beaucoup moins. Leur volume a drastiquement baissé. Ils passent par le crowdfunding pour terminer la série Insect. Et ça, on vous en avait parlé dans un précédent numéro de First Print. Plusieurs fois. Donc voilà, a priori, je suis pas sûr que ça arrive. Néanmoins, on espère que ça pourra quand même se faire. Et ma foi, on vous invite, hein, si vous n'avez pas peur d'anglais, à y jeter. Si vous n'avez pas peur de l'anglais, je vais me mettre à articuler. Si vous n'avez pas peur de l'anglais, donc à vous y mettre. Et on passe au second titre de ce podcast, que moi j'ai bien aimé aussi, ma foi, parce que je vous l'annonce, hein, je crois que j'ai bien tout aimé dans ce numéro. Ça s'appelle Redemption. C'est donc un titre qui est sorti chez AWA, je ne sais pas, je sais que toi je te demande souvent comment. AWA, toi tu dis AWA. Et je répète à chaque fois AWA en hommage à Roth, et ça veut pas rentrer. Hein, non, ça veut pas rentrer, mais parce que je l'ai pas la référence du tout. Alors, est-ce qu'on est attrayé là? Alors, c'est ça, ce qu'on est attrayé. Alors, Christophe Host, qui est la scénariste de ce titre, avec Mike Deodato Jr., qui est donc le dessinateur. Mike Deodato Jr., qui a notamment fait The Resistance avec Straczynski, qui a quand même pas mal de titres bien implantés chez AWA. Et Christophe Host, qui a écrit Bad Mother juste avant, que je n'ai pas encore lu. C'est aussi chez Upshot. Oui, bien sûr. Oui, c'est tout. En fait, c'est Taken, mais au féminin. C'est ça, c'est avec la daronne de famille qui prend les armes pour sauver sa fille. C'est ça, Taken au féminin, littéralement. C'était assez violent dans mon souvenir. Et là, je ne saurais pas te dire plus que ça. Et donc avec Redemption, donc on se situe. C'est un western post-apocalyptique. On arrête de parler en même temps. Exactement. C'est sûrement désagréable. Donc oui, un western post-apocalyptique, Arnaud. Oui. T'aimes bien ça, toi? Moi, j'adore. Ah, c'est super. C'est vraiment ma came. Super. Donc on est dans la ville de Redemption. Alors on se situe dans un futur plus ou moins lointain, dans lequel, contexte post-apocalyptique oblige, la société s'est effondrée. Parce qu'il n'y a plus de ressources, il n'y a plus rien, dérèglement climatique aussi. Donc on est clairement dans une ville du sud des États-Unis, dans les États du sud des États-Unis, parce qu'on est bien dans le désert. Et grosso modo, dans la ville de Redemption, une petite communauté a réussi à se maintenir dans un ordre plus ou moins calme, parce que grosso modo, le shérif local a fait construire un mur tout autour de la ville pour s'assurer aussi. Et où vont-ils chercher tout ça? Vraiment. Les auteurs, ils ont des idées vraiment des fois. C'est très original.
mal. En plus, oui. ce genre de truc de mur autour de... C'est pas très réaliste, mais... Non. Tu vois, Et pourtant, arrive j'ai à temps, l'impression ouais. qu'on a déjà vu ça dans des comics en plus, tu vois. Ouais. Un truc avec les États-Unis, un mur comme ça, Ouais. tu sais, on en Un a... dessinateur italien. On aurait même fait peut-être un podcast avec le dessinateur. Enfin Très voilà. bon podcast, avec un accent savoureux. Bah oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, dans cette ville où, grosso modo, tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes, mais un certain ordre établi sous réserve que tu acceptes d'obéir aux lois maintenant qui régissent et qui sont fondamentalement bah, voilà, des règlements fondamentalistes religieux. Hein. Clairement, on est sur du bon intégrisme catholique, bien dégueulasse. Donc, une docteure est condamnée à mort parce qu'elle a procédé à l'avortement sur une gamine qui a été violée. Et sa fille décide de partir à la recherche. Ouais, c'est super Bresson hein, comme Ouais, non, mais contexte. c'est Et pas, en encore même une temps, fois, pas très réaliste. Hein. voilà, je veux dire, c'était au Brésil. Je crois qu'il y avait une médecin qui avait été condamnée pour avoir pratiqué exactement dans ça. plein de pays. Hein. C'est triste à dire, mais l'avortement. Bon, bref, on fera un jour un podcast sur l'avortement, mais bref. Bah, ça sera plutôt Même aux États-Unis, pas à nous de le faire, il y a mais- des assos qui justement faisaient de la prévention pour la. Comment ça s'appelle, tu sais, la truc, tout ce qui est du domaine de non de pas tomber enceinte. Ça a un nom précis, la contraception, voilà, qui faisait la prévention pour la contraception et qui justement le gouvernement Trump avait supprimé les fonds fédéraux pour D'accord. ces associations-là. Donc il y a aussi une lutte qui a été menée, encore une fois, dont on parle très peu parce qu'on parle jamais de ça, on préfère Bah, dire parce que c'est pas Trump il est pas si méchant en fait. Oui, mais on n'est pas concerné aussi directement par le sujet, donc c'est pas à nous forcément de parler de ça. Et qu'est-ce que je veux dire ouais, donc dans ce contexte particulièrement sombre, donc c'est la fille de cette docteure va essayer de partir chercher une dame, une mercenaire, enfin une hors-la-loi qui s'appelle The Butcher, qui est donc une dame qui doit avoir la cinquantaine et qui est réputée pour avoir été une très très grande bandit et pour avoir été, comme son nom l'appelle, voilà, une bouchère, clairement dans le sens où elle a dégommé quantité et quantité de types. Donc bienvenue dans un western post-apo poisseux, vraiment très brutal, très ambiance très sale. Corentin, toi tu n'as pas été ultra convaincu. Non, mais c'est vraiment très personnel. Moi, c'est juste ce genre d'ambiance-là qui me parle peu. Le western, j'aime bien quand c'est du western, et le post-apo, j'aime bien quand c'est du post-apo. Et donc les mélanges. Bah, je trouve que le mélange fait très en fait archétype. J'ai déjà en fait, c'est juste dans ma tête, j'ai du mal à imaginer pourquoi une fois que la civilisation sera effondrée, il sera revenu au western. Et là, les Là, c'est par rapport au designs, contexte, parce que ça se passe dans un état du Sud, je veux dire, oui, non, franchement. bien sûr. Mais tu vois, tu prends East of West, par exemple, je trouve que c'était plus inspiré en termes de design futuriste. Là, quelque part, ça fait western, ça fait un peu steampunk, tu vois. Dans ce C'est côté, très Mad Max, déjà, dans l'esthétique. Tu trouves? Ah ouais. Bah, Ouais, c'est avec les véhicules, ouais, les véhicules, là, les déserts la font Mad Max, mais course-poursuite et tout ça. c'est vraiment du Westworld Mad Max, quoi. Mhm. Mais c'est plus ça, moi, c'est juste un. Après, le propos social, je le comprends très bien. La charge politique, je la comprends très bien aussi. Quelque part, c'est presque dommage que la série sorte que maintenant, entre guillemets. Mais par rapport à l'actualité politique des États-Unis. Mais non, c'est vraiment juste une question de goût. Honnêtement, j'aime beaucoup ce que fait McDowell en général. Chez Marvel, déjà, c'était très bien. J'ai pas encore lu The Resistance. Il faut vraiment que je m'y mette. Et Christophe Host, en tout cas, j'ai l'impression. Mais c'est aussi un truc que j'ai par rapport à la ligne de Upshot, où je trouve qu'il y a beaucoup de séries vraiment où ça déconne pas, ça défouraille, c'est souvent assez brosson, assez violent. Red Border, déjà, Archangel 8. Ces séries Red vraiment Border, où c'était c'est, particulièrement ou difficile. même Hein. C'était Mademoiselle, un hein. titre. Alors, pour ceux qui nous écoutent, Red Border, c'était quand même un titre. Donc, pour le pitch, c'est quand même donc, voilà, des migrants qui essayent de passer la frontière, qui sont poursuivis donc, par une milice et qui pensent s'échapper parce que du coup, les miliciens les prennent en guet-apens. Quoi. Et au moment où ils vont les descendre, en gros, ils se font buter par un mec qui les recueille. Sauf que le mec qui les recueille, c'est un fou furieux qui est aussi un putain de tueur. Donc, ouais, c'est vraiment pas le truc pour rigoler. Ouais. Et du coup, c'est vraiment, voilà, c'est ce côté un petit peu très. Non, je vais pas être méchant, mais c'est vraiment très ricain, quoi. Tu vois, c'est les flingues, c'est le côté un peu dépressif, un peu sombre, qui, moi, me parle moins. Dans la liste des projets que tu as listés aujourd'hui pour ce podcast, je trouve qu'il y a des trucs qui, justement, arrivent à faire du bresson tout en étant plus colorés ou plus originaux. Là, pour le coup, c'est vraiment juste pas ma tasse de thé. Si tu veux en dire du bien, je ne t'empêcherai pas, ou je n'argumenterai pas pour dire que c'est de la merde. C'est juste, oui, c'est une question de sensibilité, je pense. Ouais, après, voilà, c'est pas le truc qui va révolutionner les codes du genre et tout ça. Bon, après, ça reste une mini-série en 5 numéros, donc ça peut pas. De toute façon, c'est ce que fait Aiwa, il y a pour l'instant pas trop de trucs au long cours, alors j'ai l'impression que leur modèle, de toute façon, de publication, ce sera jamais de se baser sur de l'ongoing, mais plutôt de faire du volume par volume, c'est-à-dire que The Resistance, on a bien vu que c'était d'abord une première mini-série,
puis une seconde, un volume 2 avec un spin-off, tu vois. Et j'ai l'impression que ce genre de choses, Redemption, si c'est amené à durer, si ça rencontre bien son succès, ce sera Redemption, The Reckoning. Ouais, bah, comme The Resistance. Quelque part, ouais. Oui, non, c'est ça, en suivant ce modèle. Mais pour le coup, très convaincu par l'univers, très convaincu par. Moi, j'aime bien cette ambiance vraiment de western désespéré, très, très abrupt dans leurs propositions. Alors, en termes de références cinématographiques, plus récemment, il y a Brimstone, notamment, qui était vraiment un western vraiment très, très dur, ou Bonehead, grosso modo, c'était un western avec des cannibales, enfin, voilà, très, 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 Il y a très une scène violent. de manga aussi, comme ça, le western post-apo. Comme je sais pas si t'avais lu Trigun, Non, ça ne me dit rien. ou le dessin animé Netflix là qui était Battle Chase. Non, pas Battle Chasers. Bref, il y a une scène aussi très japonaise par rapport au côté mélange entre le western Mm. et le monde, le post-monde à la Mad Max. Même quelque part, Okutonoken fait un peu ça aussi. Mm. Mais là, on est vraiment très dans le requin, quoi. C'est le western, Ouais. c'est le western à la Léon avec. Ouais, mais puis t'as vraiment ces alors ça reste des archétypes un petit peu, mais c'est clair que l'archétype du révérend slash shérif illuminé de Dieu qui est quelque part qui illustre très bien aussi ce sort pas de conservatisme un petit peu, mais de Bah retour en si, arrière c'est des ça, oui. pensées en fait, tu vois De réactionnaire, enfin voilà, réactionnariat, voilà, merci, réactionnarisme. de ce genre de retour de pensée réactionnaire qui est clairement de notre époque aussi. Et en même temps, tu as ce choix intéressant aussi parce que la personne qu'on va aller chercher, donc qui est, voilà, c'est aussi cet archétype d'habitude, c'est du hors-la-loi qui. En général, dans le western, c'est souvent un mec avec la barbe grisonnante, hyper charismatique, pardon. Et quand c'est une femme, généralement, bah, c'est une femme dans la trentaine, ultra badass et ultra sexy. Là, non, trop pas. C'est une dame qui a fait son âge, et de toute façon, Christophos l'explique en post-face qu'elle voulait vraiment explorer un petit peu voilà, qu'elle voulait un peu casser ce code et dire, bah voilà, est-ce que ça peut marcher quand ce type de personnage-là, c'est une meuf qui est pas baisable, enfin, celle qui l'écrit, hein, c'est pas moi qui le dis, tu vois, mais qui a dépassé l'âge de consommation, on va dire, tu vois. Et en fait, la proposition, effectivement, elle est ultra badass parce que même dans la première interaction, quand tu la vois, les mecs tout de suite sont dans le réflexe, genre, ouais, qu'est-ce qu'il y a, mamie, tu veux une tasse de thé ou je sais pas quoi, et puis que bon, il va leur arriver ce qui leur arrive ensuite, tu vois. Et je trouve que le design fonctionne vachement bien avec cette écriture, quoi. Donc ça, voilà, c'est là pour tordre des couilles, clairement, ce genre de titre. Les designs de Mac Deodato Jr., ils fonctionnent, bah, et parce que l'univers fonctionne aussi assez rapidement visuellement. Donc moi, je suis hyper convaincu et je soutiens cette initiative, Je clairement. suis content pour Parce toi. que je trouve qu'il n'y a pas non plus énormément de western dans la production comics au final, tu vois, c'est pas non plus le truc le plus qu'on retrouve le plus souvent, donc Non, maintenant, non. Mais c'était une blague qu'avait fait Geoff Darrow quand il a fait Shaolin Cowboy. Il avait dit en interne chez les éditeurs, en fait, on sait très bien quand on met Cowboy dans le titre d'une BD, ça se vend pas. Parce que la mode des comics western, elle est passée depuis les années 70 et que depuis, ils peinent généralement à essayer de raviver un peu le truc. Après, t'aurais des westerns modernes, on va dire, mais même futuristes. Genre, je te dis, voilà, t'as East of West quelque part. Tu dois avoir quelques autres titres en indé comme ça, par-ci par-là, mais c'est vrai que le western en général est un t'en avais fait peu un pour tombé les en bacs et choses désuétude. du reconfinement, un western chez Urban. Tu sais qu'il y a un seul tome qui a été publié, et la suite a Oui, jamais été. Copperhead, ouais, tout Ouais, à c'est fait. ça. Ouais, ouais. Bah, que pareil qu'un western, mais pour le coup, vraiment space opéra, tu vois. Mm. C'est Star Wars 4, mais la partie que sur Tatooine, tu vois. Donc, Ouais. c'est pas du tout ce côté. Enfin, il n'y a pas de propos vraiment social. C'est plus un truc qui est très classique, en fait, mais on remplace juste les Indiens par les aliens, les Noirs Bah, comme américains Star qui ont été Wars, quoi. libérés par des aliens, etc. Ouais, ouais, tout à fait. Ok, en tout cas voilà, c'est disponible chez Aiwa et pour la VF pareil, on ne sait pas pour l'instant, à voir comment les premiers titres Aiwa qui arrivent chez Panini là seront accueillis. Il y a The Resistance notamment qui démarre au mois de mars, dont on vous reparlera et dont on vous dira certainement plus grand bien, en tout cas moi clairement, et Corentin, on verra en fonction de ce qu'il en pense quand il l'aura lu. Et oui. Et donc si vous soutenez ces titres, eh bien peut-être que la suite arrivera, en tout cas on vous invite également à y jeter un œil en VO. Et on continue avec un autre sous-titre. Alors là, on était dans des ambiances déjà très poisseuses, quand même très sanglantes. Et maintenant, on va passer du côté sensualité, Aïe, du côté du la sexe, passion. du côté de la passion, du côté des drogues aussi, de pas mal de drogues, et du soleil, et de l'amour, et des petites fleurs, Oui. et des hippies, avec Luna, le premier numéro de la nouvelle mini-série de Maria Lovett, dont on vous a vanté le mérite sur Faceless, disponible en VF chez Panini, donc là qui sort en VO chez Boom Studios, qui a déjà accueilli justement les volumes de Faceless. Luna, qui nous emmène donc aux côtés d'une jeune femme qui va avoir un accident de voiture dans le désert.
donc dans les années 70, hein, grosso modo, à l'époque révolution hippie et tout ça. Enfin 60 même. 60, ouais. Je crois, ouais. Et qui va du coup être embrigadé dans le culte de la lumière. Grosso modo, c'est la Family of the Communauté Sun. ouais, c'est ça, la famille du soleil. Ouais. Et qui va donc se découvrir cette communauté qui voilà, vit un peu recluse dans une sorte de petite oasis très, très sympathique, très mignon, paumé pourtant au milieu du désert, et qui va commencer à entretenir une relation avec le chef de ce culte. Et au gré des différentes visions hypnotiques et complètement perchées, alors elle ne va pas s'en rendre compte, mais le lecteur va se rendre compte qu'il y a un petit peu quelque chose qui cloche, n'est-ce pas, Corentin? Ouais, comment s'appelle l'héroïne déjà? J'ai un trou de mémoire. L'autre jour, on s'était gouré sur le nom de Faith par rapport à ça. Oui, tout à fait, parce que j'avais inversé ouais. les deux. Bah, grosso modo, ouais, c'est un truc qui est très commun maintenant, enfin avec le recul dans l'imaginaire américain, c'est le moment où l'imaginaire hippie s'est converti en quelque chose de plus sombre et qui correspond généralement à la mort de Sharon Tate, c'est clairement de la Manson, famille Charles Manson. Voilà, Manson Family. parce que c'est vrai que le mouvement hippie, le mouvement Flower Power au départ, qui partait d'une envie de paix, a été récupéré par justement des groupuscules qui soient folkloriques, religieux ou bien effectivement sectaires. Et il y avait déjà eu des films qui parlent de ça, par exemple Once Upon a Time in Hollywood, l'album de Charles Manson, de Trent Reznor, The Downward Spiral, ou bien Bad Time at the El Royale aussi, avec Chris Hemsworth, qui justement incarnait un petit peu cette transition du gourou pacifique et très justement ensoleillé, très blond, très beau, très Jésus en fait, vers ce côté un peu plus tueur en série, manipulateur des jeunes filles et compagnie. Jared Leto, tout à fait. Jared Leto qui part sur son île avec ses fans, façon Midsommar, voilà, Midsommar, tiens, voilà, encore un autre exemple, qui est plus, encore une fois, tiens, l'horreur rurale, on va dire. La folk horror, et du coup elle s'appelle Teresa. Teresa, voilà. Et donc en l'occurrence, ce que rajoute, alors Lovett, on va dire, parce qu'on est français, sinon il faudrait dire Yobet, si on était espagnol, c'est en fait son propos général sur la sorcellerie et la sexualité, puisque c'est, grosso modo, c'est une sorte de suite spirituelle de Faithless, qui déjà a une suite, mais voilà, en l'occurrence, c'est écrit juste par elle et pas par Azzarello, puisque on retrouve des thématiques, une héroïne qui est un peu perdue, qui a des visions, des rêves en l'occurrence qui lui évoquent des choses, donc on imagine qu'il y a un truc par rapport à ça, et évidemment la sexualité qui fait partie des grands thèmes de son œuvre. Donc que dire, c'est très très beau, c'est vraiment super joli. Encore une fois, ça tord un peu le coup au diktat, justement, tu disais des meufs baisables, on va dire, parce qu'effectivement c'est des personnages qui sont attrayants physiquement, mais il y a une diversité des corps, il y en a qui sont plus rondes que d'autres. L'héroïne, c'est vraiment un décalque de Faithless, hein. Elles ont exactement la même gueule et la même morphologie. C'est un peu là son avatar oui, c'est possible, de fiction. Tout à fait. Et justement, de la même façon que Faith, en fait, c'est une jeune femme qui, en découvrant la sexualité et l'art, en fait, se retrouve embarquée dans un truc de sorcellerie. Là, en découvrant, on va dire, la sexualité et le flower power, elle se laisse embarquer dans un truc cultuel qui passe par le LSD et la bœuf, donc c'est toujours cool. En plus, voilà, Lovett qui dessine justement des scènes d'hallucination ou des scènes où hyper bien, mais c'est hyper bien. Des bédos, et la fumée devient un dessin coloré assez psychédélique. Tu veux intervenir? Non, mais de dire qu'il y a vraiment de superbes idées de mise en scène sur effectivement la façon dont des éléments du décor ou des éléments juste un peu abstraits en fait arrivent à se mêler avec le réel sur les cases, et puis il y a une gestion de la mise en couleur qui est dingue, quoi. Ouais, extraordinaire. Mais justement, on en avait parlé pour Faithless, c'est vraiment avec Faithless qu'elle a commencé à prendre ce style justement dans la colo et dans l'épaisseur du trait, où auparavant elle avait une colorisation qui était plus entre guillemets européenne à coup d'aplat, que là c'est vraiment plus pastel et tout, et ça correspond forcément très bien à cet imaginaire qui est justement très joyeux, très très luminescent, même le y a un nom jeu, du héros, tu vois, c'est luxe c'est la lumière, mais c'est aussi la luxure soleil, quelque part dans le diminutif, donc tout à fait. Et du coup, il y a ce côté, effectivement, les fleurs magiques qui poussent au milieu du désert, et fumons, et baisons, et en même temps, est-ce que vraiment il n'y a pas un truc Bresson à la clé? Moi, je m'attendais à être convaincu, je suis évidemment très convaincu. Il faudra voir un petit peu comment, justement, elle étoffe son propos par rapport à Faithless, parce que comme je l'avais dit, justement, l'autre fois, je me demande si Faithless, quelque part, est peut-être pas plus piloté par l'intention artistique de Lovett que par rapport à Azzarello, puisque dans la carrière de Azzarello, Faithless, ça a aucun sens en fait. Et quand tu vois la proximité qu'elle tire avec Luna, où c'est quand même le même genre de personnage, dans le même genre de trajectoire, on va dire philosophique, il y a vraiment un côté, est-ce que c'est pas la continuité logique entre guillemets d'un personnage qui grandit, qui évolue, qui change de contexte? En tout cas, tel quel, moi ça m'intéresserait justement d'avoir une bibliographie de bonnes BD érotiques et horreur avec cet artiste qui est quand même au demeurant très doué.
mais j'aimerais juste voir un petit peu où est-ce qu'elle compte aller en termes de prise de parti scénaristique. Parce que comme tu disais, toi, tu devines déjà des choses par rapport justement à Lux. C'est un petit peu c'est pas un reproche, mais c'est disons que effectivement, quand je sais pas si j'allais dire quand t'as l'habitude de ce genre de récit, parce que j'ai quand même dosé pas mal aussi de films dans ce genre de choses, ce genre de films d'horreur, pas aussi d'horreur sociale ou de folk horror avec voilà des cultes et ça finit mal. Tu vois un petit peu là, parce qu'il y a quand même une illustration, une sorte d'opposition entre lumière et ombre en fait qui se manifeste assez rapidement et tu vois un petit peu déjà vers où le récit peut t'emmener, mais après je ne demande qu'à être surpris et à ce que Maria nous emmène en dehors justement de certaines archétypes ou de certains codes en fait vraiment très qu'on retrouve très souvent dans ce type de récit. Voilà, tout à fait, je suis d'accord. D'accord. Donc tu es d'accord? Oui. Eh bien, soyons d'être d'accord parce que c'est pas. C'est un numéro 1, tu vois. Pour l'instant, c'est beaucoup de perspectives. Oui, bien entendu. Mais après, peut-être qu'on pouvait ne pas être d'accord. Mais moi, je suis pas d'accord alors. D'accord. T'as tort. T'as tort à 200%. Mais oui, mais sauf que Thor, c'est dans Marvel, je t'ai déjà dit, donc ça ne peut pas être ça. Ça n'est pas drôle. Mais oui, mais je fais ça, cette blague est. Hashtag Arnaud Relou sur les réseaux. Non, toujours pas. Si. Tu sais qu'on n'a jamais vu ce hashtag alors que ça va venir. Non, jamais. Compte sur vous. Je vais créer plein de faux comptes. Tu n'arriveras à rien initier, Corentin, et tu vas plutôt nous parler de la suite, puisque je parle beaucoup dans ce podcast. Et moi, j'ai envie de te poser une question. Ah oui. Qu'est-ce que c'est donc que ce Fear Case chez Dark Horse dont on avait parlé en podcast, je crois, lorsqu'il avait été annoncé. La série, mais il y a même pas si longtemps que ça, si je dis pas de conneries, parce qu'il y avait eu la preview. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Alors Fear Case, c'est la nouvelle série de Matt Kint et de son copain dessinateur Tyler Jenkins, un homme très talentueux. Alors c'est l'histoire de deux poulets qui... des flics, des policiers, des machins. Non, là c'est des hommes, j'ai le droit de le dire. Donc c'est l'histoire de deux hommes de police, de deux employés, des gardiens de la paix avant tout. C'est un bon gardien de la paix. C'est même pas des flics, c'est des agents du FBI. Oui, c'est genre du FBI qui enquête sur une boîte mystérieuse. Et en fait, cette boîte mystérieuse qui a une histoire qui est un petit peu une sorte de MacGuffin ultime, puisque on t'explique qu'elle remonte aux nazis, qu'ils l'ont passée aux japonais, ou l'inverse aux d'ailleurs. Aztèques même. Hein, voilà, que après elle a disparu en Pologne, qu'elle aurait été liée à l'assassinat de MLK, etc. Enfin, il y a vraiment des trucs. C'est un petit peu justement ce truc à la Department of Truth, du grand complot qui lirait un petit peu différents grands points historiques. Évidemment, on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Et nos deux agents sont les plus proches d'avoir jamais approché ce mystère-là. Parce que c'est un truc qui obsède le FBI depuis des générations et des générations. Des dizaines d'agents ont essayé de percer le mystère. Et enfin, ces deux agents-là, arrivent presque à percer le mystère. En parallèle de quoi, une femme, a priori de Beverly Hills, je crois, assassine des gens près de chez elle parce qu'elle a reçu une sorte de cadeau empoisonné qui est un petit peu comme la cassette de The Ring, qui en gros t'oblige à tuer sans ménagement si jamais tu ne t'en débarrasses pas très vite, on va dire. Non, c'est pas ça, faut que tu l'offres à des personnes que tu détestes le plus. Oui, pardon, sinon la personne que tu aimes le plus risque d'être tuée. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça part sur un truc vraiment complotiste, mystique, horreur encore une fois. C'est très gris au niveau du dessin. C'est vraiment de la BD qui justement ne cherche pas à faire grand public ou à faire de compromis artistiques. C'est très joli. C'est très bien ancré. C'est un ancrage qui est super léger, qui justement joue beaucoup avec les contours et les éclairages. Il y a l'amitié des deux flics qui est vraiment super intéressante, où il y en a un qui est justement fan de fantasy ou de science-fiction spéculative, comme il le dit lui-même, qui est vraiment en fait un fan de Lovecraft, grosso modo, et qui, pareil, a un propos sur la fiction dans la fiction, puisqu'il y a une sorte de comics, un petit peu le côté Utopia, tu vois. Il y a un côté, un comics qui, grosso modo, serait probablement lié à la boîte et à ce complot-là. Donc les dialogues fonctionnent super bien, c'est très joli encore une fois. Ça a effectivement la portée de ces séries un petit peu qui mélangent mysticisme et enquête, un peu à la Da Vinci Code on va dire, mais sans tout le bordel religieux. D'ailleurs ils font une blague dedans où ils disent, se trouve dans la boîte il y a le fœtus du fils de Jésus, tu vois, ou alors la preuve que Hitler était vraiment juif. Donc il y a vraiment des trucs qui sont assez bien trouvés, c'est très bien écrit, c'est très bien rythmé. C'est une horreur qui est assez science, je te coupe, mais t'as quand même une vraie science du dialogue entre les deux. Ouais, carrément. Quand ils se font des petits cadeaux, c'est trop touchant, tu vois. Effectivement, ça démarre vraiment super bien. C'est vraiment un petit long métrage d'horreur qui serait intéressant de consommer dans le long terme. Après, que dire ? Enfin, Matt Kint, c'est un génie. Taylor Jenkins est aussi un génie. Donc quand tu mets deux génies ensemble, en général, ça fait pchit. Et là, pour le coup, on est content, quoi. Ouais, non, vraiment hyper bien. Et puis t'as vraiment... Puis c'est...
C'est costaud quand même, les scènes les plus hardcore, du coup, elles sont vraiment, vraiment hardcore, tu vois. Enfin, t'es vraiment. C'est pas tant du polar que juste de l'horreur, pas tant. Je dis, c'est pas tant de l'horreur que plutôt juste du vrai polar noir. Ouais, du thriller. Ouais, du Bah, vrai thriller à la Seven, en fait. c'est exact. Bah, de toute façon, oui, c'est ce que je disais quand je disais qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. C'était une référence à Seven. Hein, tu l'as vu, Seven? Oui, je l'ai C'est vu, vachement bien. Seven. Oui, c'est bon. Mais ouais, il y a ce côté-là aussi. De toute façon, Seven, c'est pareil. C'est un polar qui, justement, va chercher des référents bibliques et compagnie pour avoir un propos qui transcende un petit peu juste l'enquête policière. Là, pour le coup, c'est vrai que le trait de Jenkins, justement, permet d'aplanir un peu l'horreur. En fait, c'est horrible, parce qu'on voit des corps qui sont mutilés et tout, mais c'est un côté, en fait, très froid, très dépouillé. C'est pas de l'horreur graphique, comme ça peut être le cas, justement, dans des BD. C'est pas détaillé. C'est pas ultra détaillé, ouais. Mais surtout, c'est pas masturbatoire, tu vois. Quand tu vois le corps, c'est le pas corps Avatar, ouvert, c'est pas Avatar Press. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ce n'est pas Avatar Press. Et bah voilà, c'est vraiment super agréable si vous aimez justement le côté un peu sombre, ces polars un petit peu qui jouent sur la corde du mystique, sur la corde du mystère, du complotisme un petit peu civilisationnel du XXe siècle et tous ces grands mythes qui ont été formés autour des nazis, mais aussi autour des sociétés secrètes, etc. Moi, c'est pour ça que je parlais de Department of Truth, c'est que ça a vraiment été une petite claque récemment sur le côté mélanger du noir, on va dire, avec tous ces espèces de théories du complot, ces grandes vidéos de youtubeurs complotistes qui vous disent qu'il y a une pyramide Maya sur les billets de banque américains, donc que forcément c'est les reptiliens maçonniques, je sais pas quoi. Bah là, c'est un petit peu le même délire. Sauf que c'est mélangé effectivement dans une intrigue qui joue à fond la carte du film ou de la série policière, avec des dialogues mitraillettes qui résonnent super bien, de l'esprit dans les personnages, de la punchline, et vraiment ouais, c'est cette ambiance, cette esthétique qui est très pesante, qui appelle au mystère aussi, mais qui est vraiment très agréable à feuilleter, quoi. Ça fait limite vieille BD, tu vois, un petit peu, genre une sorte de truc que tu retrouves dans un coffre à trésor des années 70-80, tu vois. Et non, vraiment, j'ai bien kiffé, moi. Je suis content. Ah, c'est cool. Ouais. J'aime bien quand tu conclus par je suis content. Ça fait toujours. Bah oui, en plus, c'est rare. Non. En général, je dis on est content, pas je suis content. C'est vrai. Alors que là, tu personnifies ton propos, en fait, c'est ça. Tu te mets en avant, tu fais passer ta personne avant l'œuvre. Tout à fait. T'as kiffé toi aussi? Ouais, bah voilà. Oui, bien sûr. C'est super. On est d'accord? On est d'accord. Putain, merde, on est toujours d'accord. Hein. C'est incroyable. Bah, pour ce numéro, je l'avais quand même un petit peu annoncé qu'on allait souvent être d'accord. Et malgré tout, mon cher Corentin, on arrive déjà à la fin vers la fin de ce podcast, puisqu'il nous reste un titre à chroniquer. Vraiment, on ne s'y habitue pas des fois. Voilà, on fait des épisodes qui vont durer que 45-50 minutes. Mais c'est pour aborder donc... parce que là, on était quand même sur des titres qui, dans la majorité, étaient à des échelles assez réduites en termes de personnages, d'étendue, d'unité de lieu et tout ça. Alors que là, avec Deep Beyond, donc une nouveauté qui est publiée chez Image Comics, on est quand même sur le titre qui est, je pense, le plus ambitieux en termes d'univers dépeint, en termes de création de monde et sûrement en termes d'intrigue aussi. Alors, qu'est-ce que c'est Corentin? C'est une création de Mirka Andolfo. Ouais. Mirka Andolfo, dont on a souvent évoqué le parcours dans ce podcast. Donc c'est une dessinatrice et autrice italienne qui connaît depuis quelques années maintenant un très grand succès, à la fois dans son pays où sont publiées ses bandes dessinées, mais aussi en France quand c'est publié chez Glénat, et aux États-Unis où c'est publié chez Image, avec parfois des petites initiatives de publication en même temps sur les trois terrains. C'est elle qui a fait Contro Natura. Gros succès qu'il a révélé clairement chez Image Comics, hein, ça a quand même fait beaucoup parler d'elle. Elle a fait Mercy, donc qui est publié en 3 albums chez Glénat en France au format plus franco-belge du coup, alors que c'est juste alors que ça a été publié en TPB complet chez Image. Et il y a aussi Paprika, dont on attend encore un petit peu des nouvelles, qui est Sweet Paprika. Voilà, Sweet Paprika. Paprika, c'est Satoshi Kon. Oui, tout à fait. Voilà, mais c'est un très bon film. C'est-à-dire que en fait, quand il y a Paprika dans le nom du neuf, peut-être que c'est forcément bien, je sais pas. Bah peut-être. Ouais. Donc Sweet Paprika, qui est à la fois un projet donc de BD, mais aussi de série d'animation donc érotique, puisque Mirka Andolfo a quand même voilà, c'est vraiment dans la pure lignée un peu du dessin un peu de charme italien. Donc il y a du sexe, grosso modo, dans pas mal de ses œuvres au final. Et de toute façon, elle a voilà une façon de dessiner ses personnages féminins qui est attrayante. Pas mal. Et donc là, par contre, on est quand même donc avec Deep Beyond, on est plus dans la série de science-fiction / aventure / horreur aussi, clairement, parce qu'il y a quand même encore une fois avec du Lovecraft un peu.
Ouais, avec c'est des ça. morceaux de Lovecraft. Et donc, mais c'est alors elle est créatrice du projet, mais c'est écrit avec un monsieur qui s'appelle David Goy, et donc c'est dessiné par Andrea Broccardo avec des couleurs de Barbara Nocenso. Donc voilà, donc ça c'est toute l'équipe créative, et donc on est dans un futur où enfin en 2085, et a priori en l'an 2000 s'est passé quelque chose où l'air est plus devenu respirable, enfin c'est même pire que ça, il y a quelque chose qui a été réveillé des profondeurs un peu sous-marines, quelque chose qui contamine l'air, qui fait que l'être humain ne peut plus respirer dehors, et qui un peu modifie aussi la végétation, enfin la faune locale, enfin la faune environnante, qui devient un peu monstrueuse tout simplement. Et donc 85 ans plus tard, voilà, il y a donc une personne qui a fait une expédition, qui a disparu, qui a peut-être trouvé quelque chose de très important par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, et donc on essaye de savoir ce qui est arrivé au travers des protagonistes principaux, donc dont la sœur jumelle donc de la personne qui a disparu, qui vont donc partir en expédition dans ce monde inconnu pour essayer de voir ce qui lui est arrivé, mais c'est bien sûr un périple qui sera très dangereux. Bah voilà. Maintenant, là, j'ai résumé un petit peu l'histoire, Excuse-moi. Corentin. Non, je t'écoutais, c'était super intéressant. Bof, non, c'était pas sinon, si c'est bien. Non, tu c'était m'as pas donné si envie. intéressant Tu m'as que donné ça. envie de le relire. Ouais, alors effectivement, il y a un propos. En fait, c'est trop C'est rigolo. très On a vraiment une écologique. dynamique comme ça où tu présentes tout et moi je fais l'analyse ensuite. T'as remarqué ça? Non, pas tout le temps. Bah si, en général, tu vois, tu te donnes les tenants de l'intrigue et là moi je dis, et en fait ça parle de ça et de ça et de ça. En Ouais. fait, le texte c'est ça, tu vois. C'est bizarre. Réécoutez le podcast, vous verrez. Et donc là, en l'occurrence, donc c'est effectivement très je sais pas ce que vous allez dire, éco-terroriste. C'est très écologique, puisqu'évidemment alors, il y a même un propos en fait sur des éco-terroristes dans la BD justement. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Et l'idée, c'est donc grosso modo une sorte d'Uchronie dans laquelle effectivement les monstres, en l'occurrence, sont une allégorie du dépassement, on va dire. Même il y a un truc par rapport au jour du Recollection, tu vois, qui est une sorte de l'inverse du jour du dépassement. Où, en fait, c'est l'année, c'est le jour de l'année où on a dépassé les ressources et compagnie que pouvait allouer la Terre en une seule Disons année. que là, il y a clairement eu un jour où la Terre en a eu marre de nos conneries, C'est ça, et voilà. elle a décidé de dire merde à l'humanité. Alors du coup, là où l'humanité s'est organisée en colonies, il y a un côté un peu survivant, justement, où on essaie un petit peu de te rappeler les trucs les plus fondamentaux que sont la bouffe, l'éducation, etc. Il y a une critique justement de cette possibilité de futur, on va dire, qui est matérialisée par justement des monstres à la Lovecraft. Ça part vraiment comme un truc, effectivement, comme tu disais, assez ambitieux. Une saga de science-fiction. Donc c'est une maxi-série en 12 numéros, donc il y aura quand même la place de s'étendre et d'étendre cet mais univers. là, déjà, il y a beaucoup de world building pour un seul numéro. Effectivement, on te montre bien l'incapacité des humains à survivre dans la nature, le fait que l'air soit irradié, le fait que maintenant les vaches sont devenues une notion rare, parce qu'il faut du lait, de la vraie viande, tu vois, il parle de la vraie viande et tout. Donc c'est une perspective qui est très fataliste par rapport au destin humain, qui évoque plein d'œuvres de science-fiction qui ont déjà effleuré ces sujets. Et puis le côté d'expédition un petit peu à la The Wake ou à la Alien ou à la Abyss ou ce que tu veux pour aller essayer de comprendre un petit peu ce qui est arrivé à ce vaisseau en perdition, où il y a ce personnage-là particulier qui est lié au tenant du pouvoir. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien rythmé, c'est intéressant de voir Randolfo ne faire que le scénario, parce que je pense pas que son trait, par exemple, se serait adapté aussi bien à ce contexte particulier, parce que c'est vrai que tu veux, oui. Non, je veux dire que elle se débrouille pas trop mal sur. Alors, c'est pas du tout le même registre, mais en tout cas pour ce qui est dans ce qui est de faire des trucs plus horreur, plus effrayants, sur Mercy, elle se débrouille pas trop mal. Ouais, mais c'est vraiment un registre différent. Là, tu vois, c'est de la science-fiction, comment dirais-je, post-libérale, on va dire, parce que c'est encore des bâtiments, c'est encore une logique de policiers, c'est encore une logique de vaisseau, c'est encore une logique de costumes, etc. Il n'y a pas vraiment la même esthétique qu'elle mêle dans ses bouquins où généralement justement c'est beaucoup d'atmosphère, tu vois, c'est beaucoup de décors très atmosphériques, un jeu sur les ombres, un jeu sur les costumes vraiment d'époque ou les costumes un peu fantasques, etc. Enfin ça dit, ça aurait pu être intéressant aussi, hein. Mais c'est cool de voir justement parce qu'on a quand même Maria Lovett et Mirka Andolfo qui prennent les commandes de scénario, alors que généralement c'est plutôt des nanas qu'on imaginerait travailler avec des artistes scénaristes pour s'exporter aux États-Unis. Oui, non, c'est pas vrai pour Mirka Andolfo, parce que toutes ses précédentes œuvres, justement, c'est elle qui chapeautait le tout. Je veux dire, Contre Natura, elle l'a écrit, Merci, elle l'a écrit aussi. Donc, elle, c'est une autrice, dessinatrice, tu vois. Là, elle fait que. Non, je me suis mal exprimé. Je veux dire que c'est intéressant de la voir quitter les dessins pour en fait devenir une scénariste. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire là, c'est bon? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je crois. Je te répète autrement. Non, c'est bon, vas-y. En fait, maintenant, elle dessine plus. Et elle écrit juste l'intrigue, ok? Avec les dialogues. Ok, c'est cool. Donc, et ça permet un petit peu de varier justement son univers qui est quand même
Moi je trouve agréable, mais je sais pas, j'ai peut-être un petit problème avec son dessin. Là c'est plutôt bien dessiné, c'est assez classique. La colo fait le taf, on va dire. Et il y a effectivement un propos sur les 1% qui ont un petit peu survécu au désastre, les éco-terroristes qui justement il y a un petit côté Mathieu Bablet, on va dire, justement dans cette espèce de destin un peu fataliste avec le fait que la civilisation arrive toujours à rebondir sur un mode de société pyramidal. Même si on est au bord de l'extinction, etc. On n'est pas non plus dans le constat de Shangri-La, quoi. Non, c'est sûr. Mais attends, Shangri-La, il y a peu d'œuvres qui sont aussi nihilistes que Shangri-La ou le Snowpiercer ou quoi. Mais du coup, ouais, moi j'aime bien cette prise de parti engagée que je m'attendais pas à retrouver chez Andolfo, justement, qui a l'air Même pas assez forcément prometteuse. ouais, et puis pas forcément sur ce titre qui a pas trop fait de vagues sans jeu de mots, vu le contexte marin, mais non, mais je veux dire qu'on en a pas. Il est trop content. Ouais. Je dis ouais, putain, je suis Ouais, les vagues. hashtag Arnaud rigolo est vraiment là, mais ouais, qui a pas non plus fait énormément de bruit en ce moment. Tu sais, il y a quand même ça dépend un petit peu comment forcément les médias américains aussi ou les éditeurs veulent monter en sauce leur propre chose. Mais Luna, il y avait un peu de bruit parce que voilà, c'est le nouveau Maria Lovett. On en reparlera forcément dans cette année, mais Berserker, le premier, le comics de Keanu Reeves, là, qui fait 600 000 précommandes, c'est un truc de. C'est un peu n'importe quoi. Ouais, c'est complètement débile. Mais là, tu vois, alors que. Et bon, ça a beau être une nouvelle prod Mirka Andolfo. Ça pas non plus, Image on n'a pas non plus fait des caisses et ça n'a pas été énormément relayé par les médias habituels aux États-Unis. Donc alors tu regardes la proposition de façon polie et tout ça, tu verras, de toute façon c'est chez Image donc ça peut être cool. Et ouais, c'est quand même assez convaincant. Hein. Ouais, tout à fait, mais c'est même intéressant de voir justement entre mon maniaque qui parle d'un autre genre de traumatisme, mais il y a toujours cette espèce d'idée du trauma social, d'une société qui a été balafrée comme ça. Même Redemption justement parle d'un post-monde où entre guillemets le désert a pris possession des terres américaines. Là pour le coup c'est pareil, c'est une sorte de catastrophe écologique, donc il y a cette envie encore une fois de l'indé. C'est marrant parce qu'on a fait récemment un podcast sur l'indé et la politique. Il y a toujours ces propositions qui sont assez engagées, assez désabusées je trouve par rapport au Ouais, présent. parce qu'il y a personne qui... Enfin bon, on peut comprendre hein, avec l'année passée que l'envie de sourire soit pas forcément la plus présente. T'as quand même un constat effectivement qui est c'est vrai que là on parle de titres, bon peut-être un peu à part Luna, tu vois, Bah oui. mais sinon c'est vrai qu'on est dans un constat qui est C'est vrai que Maria Lovett a moins envie de sourire et plus de se droguer et de baiser. Ouais. Voilà. Du coup, ce qui est bien aussi, ça. Mais Ça les autres, ils ont juste pas envie de sourire du tout, donc. Ouais, bon, ouais, mais enfin même, après Matkin n'est pas connu pour faire des séries très légères et joyeuses en général. Mais non, c'est vrai. il y a généralement un propos un peu plus enfantin qui contrebalance comme un conte grinçant que là pour le coup non. Du coup, désolé si on vous déprime avec notre sélection. Non. Mais ouais, non. et puis la perspective, effectivement, c'est comme le titre de Joe Hill qui justement revenait un petit peu à cette horreur Lovecraftienne The Plunge. sous-marine, voilà, que ça qui arrive en avril chez Urban. Voilà, qui justement connectait avec les référents Abyss, Lovecraft et The Thing en fait. D'ailleurs, c'est Plunge, pas The Plunge, juste Plunge. Ok. Et là, pour le coup, on y revient aussi, parce qu'encore une fois, c'est dès les premières pages, hein, de toute façon, on t'explique qu'il y a des bestioles sous-marines et tentaculaires, etc. etc. Bon, Tentacule. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des lettres comparées pour savoir que ça évoque un Il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus Lovecraft. Non, quelque part Jules Verne aussi, 20 milieux sous les mers. Tout à fait, bien sûr. Oui, mais bon, dans l'imaginaire occidental, c'est plus voilà, le monstre marin avec ses grandes ailes de dragon et sa gueule que tu peux pas regarder sinon tu deviens fou. Donc ouais, moi ça me plaît bien. Ça a plus une gueule de blockbuster, je trouve, que les autres titres qu'on évoque cette semaine. Mais encore une fois, j'aime bien le côté désabusé, tu vois, le côté, même si jamais ils réussissent à sauver tout ça, il n'est pas dit que l'humanité s'en relève particulièrement bien. Cette espèce d'ambiance un petit peu à la le jeu d'Hideo Kojima. Bioshock. Non, non, pas rien à voir. Death Stranding. Voilà, Death Stranding, un petit peu le côté Death Stranding avec la présidence qui a plus vraiment de sens ni de pouvoir, et où en fait on s'aperçoit grosso modo c'est juste un monde où il faut pas sortir de chez soi, il faut rester à la maison à rien branler et compagnie. Mais même dans Maniac il y a ça aussi. Dans Maniac, il y a le côté ne sortez pas parce que vous sortez vous allez vous faire tuer et tout. Enfin, étonnant propos, oui, non, tu vois, oui, bien sûr. Mais ouais, c'est intéressant. Et puis voilà, une belle sélec. Donc on a hâte de voir la suite de tout ça, Arnaud Kikou. Ouais, bah alors puis pour les pronostics, si on devait se caler un petit peu sur ce qui s'est fait ces dernières années, moi je te dirais que Luna, du coup, par rapport à Mario Lovett, ce sera chez Panini. Oui. Fear Case, donc Matt Kint et Tyler Jenkins, c'est chez... comment ils s'appellent ceux qui ont fait Black Badge? Ceux qui ont fait Black Badge, c'est Futuropolis, non? Ou c'est
Monsieur Toussaint l'ouverture. Ton Mind Management. Non, Mad Management, c'est Monsieur Toussaint l'ouverture qui l'a fait. Donc, si c'est pas chez eux, ce sera sinon chez Futuropolis qui a fait énormément de Madkind. Et Grass King, c'est chez Futuropolis, donc je dirais chez eux. Et Deep Beyond, du coup, vu que c'est Mirka Andolfo, je dirais chez Glénat. Donc, gardez ces pronostics en mémoire et puis on se retrouve dans quelques mois d'ici là pour voir si ces prédictions se seront réalisées ou non. En tout cas, vu les choix éditoriaux de ces éditeurs ou un peu vu le nom des auteurs et les maisons d'édition attribuées en France, je dirais que c'est par là que ça se retrouvera, si ça se retrouvera, bien entendu. On n'est pas en train de faire des annonces qu'on ne saurait pas. Mirka Andolfo, Madkind et peut-être Maria Lovett, c'est les trucs qui sont de toute façon amenés à arriver en France. Je pense aussi. C'est ceux où il y a le moins de doutes, on va dire, mais on va même Lovett, de toute façon, elle est qu'à un pays d'écart, donc même c'est vrai que c'est plus facile à inviter. Il est probable que comme pour Panini d'ailleurs avec Aster of Pan ou quoi, tu vois, qu'il y a des trucs comme ça qui juste passent, j'allais dire le Rubicon. Puis Mirka Andolfo est déjà venu en France en plus récemment, donc cool. ces dernières années. Bah ouais, bien, on est content pour ça, non, pour Contrôle Natura. Et ben écoute, voilà, c'est la fin de cette petite émission relativement courte, mais qui est là pour vous dire voilà. Et tout là. Je me sens vivant là, tu vois. C'est vrai, je respire. Pour celles et ceux que ça intéresse, on vous l'a dit, Future State, on fera un gros récap à la fin du mois de février pour un petit peu juste refaire le point sur ce qui était dans la droite lignée de la première moitié des titres. A priori, si ça continue à être pareil, ou s'il y a eu des gros bifurcations, ou un truc tout nul était hyper bien, ou un truc trop bien était devenu hyper nul en l'espace d'un numéro. Mais sinon, voilà, on estime que il n'y a pas forcément raison de refaire à chaque fois encore 4 heures là-dessus. Surtout que ça empêche. Voilà, c'est un peu ce qu'on reproche à Marvel, tu vois, c'est si tu bourres les étals de trucs, t'as pas de place pour les indés ou pour les autres séries, et justement avec ces back issues, c'est ce qu'on avait envie de faire, c'est remettre un petit peu ces indés là-dessus, en tout cas pour la VO. Il y aura d'autres back issues VF qui arrivent dans la foulée, bien entendu, en plus de tous les autres programmes. Vous connaissez un petit peu la chanson, on espère que les podcasts continuent de vous plaire, on espère que vous allez bien, vous pouvez partager l'émission sur vos réseaux un petit peu partout, autant que vous voulez, ça nous sera utile et nécessaire pour continuer à faire ce podcast jusqu'à la fin des temps, et on vous dit à très bientôt pour le prochain numéro. Salut.